Sous-section 1. Qu'est-ce que l'économie circulaire? Unité 2. L'éco-bénéfice de l'économie circulaire pour les villes. Au cours de cette unité, nous obtiendrons une vue d'ensemble des co-bénéfices que l'économie circulaire offre aux villes, nous comprendrons comment l'économie circulaire peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, et nous apprendrons à appliquer les principes de l'économie circulaire à des scénarios de développement urbain durable. Le développement circulaire offre de multiples co-bénéfices dans 5 domaines clés. Premièrement, le climat. Les plans climatiques locaux doivent s'attaquer aux émissions liées à la consommation pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et la neutralité climatique. Le développement circulaire offre des pistes concrètes pour traiter ces émissions de manière systémique. Deuxièmement, la transition juste. Le développement circulaire peut offrir des co-bénéfices sociaux tels que le soutien à l'accès équitable aux biens et services, et la création d'opportunités d'emploi locales, qui sont tous essentiels pour une reprise de Covid-19. Troisièmement, la biodiversité. Bien que l'accent soit souvent mis sur la gestion holistique des ressources, le développement circulaire vise également à régénérer les écosystèmes. Cet objectif peut être atteint en favorisant l'utilisation de ressources renouvelables, ainsi qu'en minimisant la pollution et l'utilisation des ressources. Quatrièmement, la résilience. À la suite de la pandémie de Covid-19, les villes ont pris conscience de l'importance de la sécurité des ressources, de l'autosuffisance des systèmes de production locaux et de la capacité à se remettre des chocs du système. Toutes ces caractéristiques sont favorisées par l'économie circulaire. Cinquièmement, la croissance économique. Un système circulaire en boucle fermée peut aider les villes à créer de nouveaux emplois et de nouvelles sources de revenus. À son tour, cela contribue à favoriser une croissance économique durable dans les villes, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Outre ces 5 co-bénéfices, les chercheurs, les experts et les praticiens de l'économie circulaire mettent en avant d'autres domaines et exemples dans lesquels une approche circulaire peut avoir des effets positifs indirects. Par exemple, la santé humaine bénéficie généralement des stratégies circulaires, car celles-ci réduisent souvent les risques sanitaires tels que la pollution et la contamination des déchets dans les villes. Nous allons maintenant examiner chacun de ces co-bénéfices plus en détail dans les diapositives suivantes. L'économie circulaire offre un cadre orienté vers la mise en œuvre pour atténuer le changement climatique par le biais de 3 voies principales. La première voie, qui consiste à fermer les boucles de ressources dans les chaînes de valeur, inclut la remise en circulation des matériaux, l'intégration de l'efficacité et de la circularité dans la conception des produits et des infrastructures, et la création de modèles d'entreprises qui partagent ou mettent en cascade les ressources. Elle montre comment l'économie circulaire réduit les nouveaux besoins de production, les demandes d'énergie correspondantes et les émissions de carbone importantes dans les chaînes de valeur. La deuxième voie identifie de nouvelles sources d'énergie propres. L'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets nécessitent des systèmes énergétiques à faible teneur en carbone qui soient suffisamment résistants pour faire face aux chocs d'approvisionnement. Par exemple, la récupération d'énergie à partir de déchets organiques et d'eaux usées est un moyen rentable de répondre aux besoins énergétiques en utilisant les déchets comme intrants. La voie 3 vise à protéger les puits de carbone tels que les océans, les forêts et les sols. L'économie circulaire est un outil efficace pour protéger ces puits et leur capacité à long terme à fournir des services écosystémiques. Par exemple, les pratiques de compostage permettent aux nutriments de retourner dans le sol, tout en piégeant le carbone dans le sol. Lorsqu'elles sont mises en œuvre en combinaison les unes avec les autres, ces voies offrent de multiples avantages. Elles présentent un potentiel important de réduction des émissions de carbone et contribuent à réduire les émissions de manière systémique. Elles présentent également des avantages économiques, tels que la création d'emplois et le renforcement de la compétitivité économique. Enfin, elles protègent les paysages qui absorbent le carbone et l'empêchent d'être libérés dans l'atmosphère. L'économie circulaire reconnaît les injustices fondamentales du modèle actuel: prendre, fabriquer, jeter. Elle présente au contraire un système économique orienté vers une production et une consommation socialement équitable, tout en créant des opportunités de travail décentes pour tous. L'économie circulaire est intrinsèquement liée au concept de transition juste. Une transition circulaire doit garantir que personne n'est laissé pour compte et que tout le monde bénéficie de la transition.
Plus les gens ont le sentiment de faire partie d'une communauté et d'un mouvement, plus ils s'engagent. Cet engagement peut être obtenu grâce à 3 dimensions simples. La dimension de l'accès met l'accent sur la garantie d'un accès équitable aux services et produits essentiels. L'accès des citoyens aux services publics, aux infrastructures ou aux emplois peut varier en fonction de facteurs tels que l'âge, le quartier, les revenus, les groupes sociaux et la langue. Pour s'assurer qu'aucun habitant ou groupe n'est laissé pour compte, les villes peuvent renforcer l'accès de tous aux services et produits essentiels en tenant compte de leur caractère abordable, des besoins des différents groupes et des obstacles actuels à l'accès. La dimension de la participation met l'accent sur l'engagement général des habitants dans une transition circulaire et sur l'inclusion explicite des voies marginalisées. Plus les programmes sont conçus en collaboration avec les habitants, plus ils ont de chances de répondre aux besoins locaux, d'être acceptés par les communautés et de produire des effets à long terme. La sensibilisation active et les engagements des citoyens qui invitent à la co-création en sont des exemples. Les systèmes actuels d'éducation et d'emploi perpétuent encore les inégalités sociales, prédéfinissant souvent les questions d'accès et de participation. La 3e dimension se concentre sur les opportunités et l'offre de perspectives équitables pour tous. Les collectivités locales disposent de nombreux leviers à cet égard. Par exemple, elles peuvent faciliter l'égalité d'accès à une éducation de qualité. Ils peuvent financer et soutenir des programmes qui augmentent les perspectives et les opportunités de carrière. Ils peuvent également accroître la diversité des employés des institutions publiques. D'une manière générale, l'économie circulaire favorise une transition juste en rendant l'accès aux services, aux infrastructures et aux emplois plus inclusifs, en renforçant l'engagement des citoyens et leur identification à la ville, en augmentant l'acceptation et l'appropriation des actions par le public et en réduisant les pénuries sur le marché du travail grâce à de meilleures connexions entre les talents disponibles et les besoins des employeurs. Les zones urbaines n'ont pas seulement un impact sur la biodiversité près de chez soi. Elles ont également des effets régionaux et mondiaux en raison de la demande de ressources, de l'émission de polluants et de la production de déchets. Environ 75% de la consommation mondiale de ressources naturelles a lieu dans les villes. On s'attend à ce que près de 90 milliards de tonnes de matériaux y soient consommés d'ici 2050. Les zones urbaines produisent également la moitié des déchets mondiaux, et les niveaux de déchets municipaux devraient doubler d'ici à 2050. Encourager les principes de l'économie circulaire, comme ceux dont nous avons parlé dans l'unité précédente, favorise une utilisation plus consciente des ressources limitées de la Terre, tout en stimulant l'appréciation de leur origine et de leur destination. Le développement circulaire s'attaque aux menaces directes et indirectes qui pèsent sur les écosystèmes et renforce la biodiversité grâce à ces 3 grands principes. 1. Régénérer la nature. Les villes devraient donner la priorité aux ressources régénératives et aux économies non extractives qui restaurent et protègent activement les écosystèmes. 2. Faire circuler les matériaux existants. La demande de ressources primaires peut être réduite en utilisant des produits et des matériaux existants le plus longtemps possible et à la valeur la plus élevée possible. 3. Éliminer les déchets et la pollution. Cet objectif peut être atteint en améliorant la conception des produits et en veillant à ce que les flux de déchets soient revalorisés en toute sécurité. En général, la biodiversité bénéficie de la capacité de l'économie circulaire à réduire la demande humaine en terre et en ressources, ainsi que les niveaux de pollution. Le fait de conserver les matériaux plus longtemps signifie qu'une quantité beaucoup plus faible de substances dangereuses sera produite lors de la fabrication de nouveaux produits. Parmi les autres avantages, citons la réduction des introductions d'espèces exotiques envahissantes dans un écosystème, puisque celles-ci se produisent souvent lors du transport et de l'élimination des déchets, ainsi que la diminution des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation à long terme des matériaux dans le cadre de l'économie circulaire. L'économie circulaire peut jouer un rôle important dans le renforcement de la résilience face aux crises futures. Il peut s'agir d'une résilience face à des pandémies comme Covid-19 ou à des risques climatiques comme les inondations et la pénurie d'eau. Comme indiqué précédemment, l'importance de construire des villes résilientes s'est accrue dans l'ère post-Covid. Une ville résiliente évalue, planifie et répond aux chocs et au stress de manière à protéger ses habitants et son tissu urbain, à maintenir la continuité économique et à protéger ses écosystèmes et leurs fonctions.
Cela permet également à la ville de renforcer sa résilience et de fournir des avantages clés tels que la sécurité des ressources, la production locale autosuffisante et la participation. 1. Efficacité des ressources. En conservant les matériaux en usage le plus longtemps possible, on utilise moins de ressources dans l'ensemble. Cela signifie que les villes et leurs systèmes sont moins sujets à l'insécurité des ressources, déclenchées par des ruptures d'approvisionnement ou des retards. C'est le cas des matériaux de construction, dont les projets sont retardés de plusieurs mois en raison de ruptures d'approvisionnement. 2. Production locale autosuffisante. Si l'on considère la production alimentaire, par exemple, on constate que la majorité des fruits et légumes dans les villes sont importés. Le changement climatique constituant une menace croissante pour les chaînes alimentaires mondiales, la production locale joue un rôle de plus en plus important dans la lutte contre les chocs de la chaîne d'approvisionnement. La promotion de chaînes d'approvisionnement plus courtes est également un objectif de la plupart des stratégies d'adaptation au climat. À titre d'exemple, à Chiang Mai, en Thaïlande, une ferme urbaine construite sur une ancienne décharge a permis de nourrir les habitants des environs qui avaient perdu leur emploi dépendant du tourisme au début de la pandémie de Covid-19. 3. Participation du public. Nous avons mentionné le fait que la plupart des activités publiques doivent impliquer activement les citoyens pour être couronnées de succès. La participation accrue du public présente également des avantages indirects. Par exemple, le maintien des ressources existantes signifie qu'il doit y avoir une infrastructure locale à la fois physique et numérique pour soutenir leur traitement et leur réaffectation. La mise en place de cette infrastructure peut directement stimuler l'emploi local, les citoyens y participant en tant qu'employés ou partenaires commerciaux. Pour une participation significative, l'implication des citoyens dans la phase de planification va encore plus loin, en renforçant l'acceptation des normes circulaires par les communautés. Et de cette manière, la cohésion globale de la ville. En résumé, en maintenant les ressources en usage le plus longtemps possible, l'économie circulaire peut réduire la dépendance à l'égard d'acteurs et de systèmes extérieurs, ce qui renforce la résilience urbaine. Les actions circulaires des villes du Nord sont souvent présentées comme des modèles pour leurs homologues de l'hémisphère Sud. Pourtant, les villes du Sud possèdent déjà de nombreux éléments de circularité dans leurs économies informelles. L'intégration des activités existantes dans l'économie formelle offre aux administrations municipales un point d'entrée à bas seuil pour entamer leur parcours circulaire. Par exemple, de nombreuses villes du Sud ont des systèmes de recyclage informel bien établis. En intégrant les ramasseurs de déchets et les groupes de recyclage informel dans un plan de transition circulaire, les villes encouragent une large participation et une croissance économique locale. La croissance économique a augmenté le niveau de vie dans les zones urbaines du monde entier. Cependant, elle a également entraîné une augmentation de la consommation et de la production de déchets, une part considérable des budgets municipaux étant consacrée à la gestion des déchets. En mettant l'accent sur la fermeture des boucles matérielles par la réutilisation et le recyclage, l'économie circulaire dissocie la croissance économique urbaine de la consommation, en réduisant la production globale de déchets et en transformant les flux de déchets en flux de revenus. Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire peuvent particulièrement bénéficier de politiques ambitieuses en matière de ressources. Des actions ambitieuses dans le domaine de l'efficacité des ressources et des politiques de consommation-production durable pourraient augmenter la croissance économique des pays à faible et moyen revenu de 11%. Nous avons mentionné le fait qu'une transition véritablement juste devrait profiter à tous, quel que soit leur statut social. Le passage à une économie circulaire peut générer des emplois à la fois peu et très qualifiés. D'une part, le recyclage des matériaux implique des processus peu qualifiés et à forte intensité de main-d'œuvre qui requièrent une main-d'œuvre nombreuse, offrant ainsi des emplois accessibles aux citoyens. D'autre part, la conception de nouveaux produits et procédés intégrant des matériaux recyclés requiert des connaissances techniques et d'ingénierie, ce qui se traduit par des emplois hautement qualifiés. Les améliorations apportées aux technologies de recyclage des déchets se traduisent également par des conditions de travail meilleures et plus sûres pour les employés du secteur, une condition préalable importante pour une transition juste. La mise en œuvre de mesures circulaires peut également stimuler indirectement les économies locales. Prenons l'exemple des déchets plastiques. Les déchets plastiques ont un impact négatif sur l'image d'une ville, qui est perçue comme polluée,
insalubre et inattrayante. Cela peut avoir un impact négatif sur le tourisme. Les plastiques qui se retrouvent dans les rivières, les lacs et les océans entravent également le secteur de la pêche, tandis que les fumées toxiques libérées par la combustion du plastique nuisent à la santé humaine. Une approche circulaire visant à réduire la pollution plastique et les fumées toxiques qui y sont liées, et à favoriser la production et la consommation de matériaux durables, améliorera son image de manière générale. Une telle approche pourrait stimuler ces économies, réduire les coûts des soins de santé et accroître l'attrait de la ville en tant que destination touristique. Un autre avantage majeur de l'économie circulaire est sa capacité à intégrer l'économie informelle dans l'économie formelle. Cela permettrait non seulement de stimuler la croissance économique locale, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des travailleurs informels. Les villes circulaires pourraient également bénéficier de la création de nouveaux secteurs, au fur et à mesure que les entreprises circulaires s'implantent, ainsi que de sources de revenus supplémentaires. Enfin, elles peuvent découpler durablement le développement économique et la consommation de ressources. Avant de conclure l'unité 2, il est temps de tester les connaissances que vous avez acquises au cours des unités 1 et 2. L'exercice 1 vous aide à réfléchir aux avantages que le développement circulaire peut apporter à votre ville. L'exercice est organisé en deux parties. La première partie teste vos connaissances nouvellement acquises sur les avantages qu'une approche circulaire peut apporter. La seconde partie vous donne la possibilité d'appliquer ces connaissances à votre ville et de réfléchir à la manière dont le développement circulaire peut bénéficier à votre contexte spécifique. Vous trouverez le lien vers l'exercice ci-dessous, dans les notes de cette unité. Nous sommes arrivés à la fin de cette unité. Récapitulons les principaux enseignements de ce module. L'économie circulaire peut avoir des effets bénéfiques sur le climat, la transition équitable, la biodiversité, la résilience urbaine et la croissance économique locale. En ce qui concerne le climat, cela se fait en ciblant les émissions liées à la consommation. Pour une transition juste, en favorisant un accès équitable aux biens et services, tout en soutenant la biodiversité en favorisant les écosystèmes régénératifs. En termes de résilience urbaine, en encourageant la sécurité des ressources et les systèmes de production locaux autosuffisants. Enfin, pour une croissance économique durable, en stimulant les activités économiques et la création de nouveaux emplois.